Dans le monde de la boxe anglaise, nous sommes souvent habitués à attendre indéfiniment voir les deux meilleurs combattants de leur catégorie s'affronter, voire ne jamais voir ce combat se concrétiser. En revanche, l'UFC a fait de son emblème la programmation systématique du duel entre les champions en titre et les challengers numéro 1. Pourtant, aujourd'hui, nous allons revisiter 8 moments où nous savions qui étaient les challengers numéro 1 et où nous étions contraints d'attendre longuement avant que ces derniers n'obtiennent l'opportunité qu'ils méritaient. Khabib Nurmagomedov. Aujourd'hui, quand on voit des combattants comme Justin Gaethje, Dustin Poirier ou encore Michael Chandler accéder au titre après seulement une victoire, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Khabib a dû accumuler une série impressionnante de 9 victoires avant d'obtenir sa chance. Une partie de la réponse réside dans le nom de Conor McGregor. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Mais on peut dire que ça en valait la peine. Après sa 7e victoire à l'UFC contre Darrell Archer qui remplaçait Tony Ferguson, l'UFC ne pouvait plus nier à Khabib son opportunité. D'ailleurs, Dana White le confirme lui-même sur Twitter. Khabib contre Alvarez à l'UFC 205 au Madison Square Garden. Cependant, en ce qui concerne les revenus, Conor était entré dans une toute autre dimension suite à ces deux affrontements épiques avec Nate Diaz. Le combat Alvarez-McGregor au Madison Square Garden semblait beaucoup plus attractif que le combat Alvarez contre Khabib. Par conséquent, Khabib a été rétrogradé pour affronter Michael Johnson sur la carte préliminaire. Néanmoins, après avoir dominé Michael Johnson, Khabib lance ses call-outs légendaires. Your guy, beginning of the year, he tapped like chicken. End of the year, he fight for the title. Crazy. I wanna fight for your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. Dans cette même soirée, Conor est devenu champion dans une deuxième catégorie de poids pour ensuite s'évader vers le monde de la boxe. Khabib et Tony Ferguson ont été programmés pour s'affronter pour le titre intérimaire. Cependant, il était évident que ce combat n'aurait jamais lieu. Khabib a affronté Edson Barbosa qu'il domine nettement. Finalement, Khabib a combattu pour le titre incontesté après que Conor McGregor ait perdu en raison de son inactivité à l'UFC 223. Vous connaissez la suite. Tony se blesse. Max Holloway tente de remplacer mais ne réussit pas à passer le cutting. Dana White, à court de solutions, a promis à l'agent immobilier le plus coté de la côte Est, Al Iaquinta, que l'UFC allait acheter 5 maisons à son agence s'il sauvait cette carte maudite. Al a fait une affaire en or, mais il n'a pas réussi à obtenir le bonus ultime, le titre de champion du monde. Glover Teixeira. Quand Glover Teixeira a finalement eu l'opportunité d'affronter Jon Jones pour le titre, il était sur une série impressionnante de 20 victoires dont 5 à l'UFC et était invaincu depuis plus de 8 ans. Cette réalisation est d'autant plus remarquable quand on se souvient de sa domination sur Rampage Jackson dès son 3e combat à l'UFC. On aurait logiquement pensé qu'il méritait amplement sa chance pour le titre à ce moment-là. Mais non, il a fallu qu'il soumette encore le jeune espoir montant James Tehuna. Pourtant, malgré ses performances, Glover Teixeira n'était toujours pas classé numéro 1. Il s'est retrouvé derrière des combattants tels que Dan Anderson ou encore Lyoto Machida. Cependant, les choses ont commencé à évoluer après la défaite de Dan Anderson contre Machida, suivie de la défaite de Machida face au classé numéro 8 Phil Davis. Pendant ce temps, Alex Gustafsson, qui venait de battre Mauricio Shogun Rua, obtient sa chance pour le titre. Glover n'a eu d'autre choix que de retourner dans l'arène où il a mis KO Ryan Bader dès le premier round pour solidifier sa place de challenger numéro 1. Enfin, il a obtenu sa chance pour le titre contre Jon Jones à l'UFC 172. Comme on le sait, Jon Jones n'a jamais perdu. Après avoir connu de hauts et de bas jusqu'en 2019, Glover Teixeira entame une nouvelle série de 5 victoires couronnées par le triomphe sur Jan Blachowicz en 2021. À l'âge de 42 ans, Glover Teixeira est devenu le 2e champion le plus âgé de l'histoire de l'UFC. Junior Dos Santos. Construire une longue série de victoires chez les poids lourds est loin d'être une tâche facile, comme en témoigne le fait qu'aucun champion n'avait réussi à défendre son titre plus de 2 fois avant la montée en puissance des Stipe Miocic. Ainsi, lorsque l'on considère que Junior Dos Santos a réussi à aligner 7 victoires consécutives dont 5 KO, on ne peut que reconnaître la dimension légendaire de son parcours. Il est également essentiel de noter les adversaires qu'il a battus pour atteindre le sommet. Tout d'abord, il a vaincu Fabricio Werdum, futur champion poids lourd et le premier homme à mettre fin au règne des terreurs de Fedor, qui lui-même était invaincu pendant plus de 10 ans. Werdum réalise cet exploit après sa défaite contre Junior Dos Santos. En plus de cette victoire, Dos Santos ajoute à sa liste des victimes des noms tels que Mirko Cro Cop, Gilbert Yvel, Gabriel Gonzaga, Roy Nelson. Ce sont les gratins des poids lourds entre 2008 et 2011. On pourrait légitimement penser que ces parcours impressionnants justifiaient pleinement d'une opportunité pour les titres. Cependant, l'UFC a pris une toute autre décision, en grande partie en raison de la popularité de Shane Carwin qui venait de combattre l'ancien champion Brock Lesnar lors d'un événement qui a généré plus d'1 million
millions de ventes. De plus, Carwin a failli finir Lesnar. L'UFC souhaitait donc que Shane Carwin soit le challenger pour le nouveau champion Cain Velasquez. Pour déterminer le prochain prétendant, ils ont donc organisé un combat entre Junior Dos Santos et Shane Carwin que Dos Santos remporte par décision unanime. Il a ensuite mis KO Cain Velasquez en moins d'1 minute, devenant ainsi le nouveau roi des poids lourds. Yoel Romero, notre machine de guerre cubaine Yoel Romero n'a eu qu'une seule chance de combattre pour le titre incontesté, malgré sa participation à plusieurs combats pour le titre depuis 2017. Il semblait y avoir quelque chose qui l'empêchait d'atteindre son objectif. Yoel a rejoint l'UFC en 2013 après une grande carrière de lutteur décrochant plusieurs titres mondiaux et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Dès son arrivée à l'UFC, il a aligné 8 victoires consécutives, battant des adversaires notables tels que le vétéran Derek Bronson, les portiers de la division Brad Tavares, ainsi que d'anciens champions comme Lyoto Machida ou encore Chris Weidman. On aurait pu penser que ses performances impressionnantes convaincraient le grand patron Dana White de lui accorder une chance pour le titre. Cependant, il a dû faire face à des circonstances particulières. Lorsque Michael Bisping est devenu champion avec un seul œil, il a choisi de faire de sa première défense de titre contre le semi-retraité de 45 ans Dan Anderson, plutôt que d'affronter n'importe qui. Ensuite, Georges St-Pierre est revenu pour un combat lucratif, retardant davantage les espoirs de Yoel Romero. Entre-temps, Romero a dû affronter un autre prétendant, Robert Whittaker, pour le titre par intérim. Un combat que Robert Whittaker remporte. JSP lui bat Michael Bisping avant de prendre sa deuxième retraite. Whittaker est donc promu champion incontesté et a été mandaté de défendre son titre face à l'ancien champion Luke Rockhold. Cependant, Whittaker a dû se retirer pour raison d'une blessure, ce qui a permis à Yoel Romero de combattre Luke Rockhold. Bien qu'il ait manqué la pesée, Romero met KO Luke. Une revanche entre Romero et Whittaker est finalement organisée à l'UFC 225, mais Romero rate la pesée, le rendant encore inéligible pour le titre. Malgré tout, Whittaker a réussi à s'imposer par décision partagée. Suite à une nouvelle défaite face à un prospect montant, Paulo Costa, Romero a finalement réussi à obtenir un combat pour le titre incontesté face à Israel Adesanya de manière inexplicable. Combat qu'il a perdu par décision. En fin de compte, il a fallu plus de 12 combats à Yoel Romero pour avoir une chance de combattre pour le titre incontesté, en partie à cause de ses problèmes de pesée. Johnny Hendrix rejoint l'UFC en 2009 après que la WEC ait fermé toutes les divisions supérieures au lightweight. C'est seulement à l'UFC que l'on peut voir un combattant mettre KO le numéro 1 de la catégorie et pourtant ne pas obtenir sa chance pour le titre. À son arrivée dans la ligue prestigieuse, Johnny Hendrix enchaîne 4 victoires avant de subir sa première défaite en carrière contre Rick Story par décision. Il se reprend avec 2 victoires dont une par KO avant d'affronter John Fish qui avait perdu qu'une seule fois contre le champion Georges St-Pierre après une impressionnante série de 16 victoires consécutives. Johnny Hendrix réussit l'exploit de mettre KO John Fish, considéré comme le deuxième meilleur poids welter en seulement 12 secondes. On aurait pu penser que sa place de challenger était indiscutable, mais il doit attendre 2 longues années en raison du combat Money Fight entre Nick Diaz et GSP. Entre temps, Hendrix bat Josh Koscheck puis met KO Martin Kampmann, et comme si tout cela ne suffisait pas, l'UFC le met face à Carlos Condit qui venait de combattre pour le titre sans succès contre Georges St-Pierre. Enfin, après la victoire sur Carlos Condit, il obtient son combat pour le titre, mais il s'est fait voler par les juges, malgré le soutien massif du public et des médias qui le voyaient clairement comme le vainqueur. Colby Chaos Covington. Colby Covington, c'est le genre de combattant qui, de nos jours, ne semble pas avoir à beaucoup batailler pour obtenir un combat pour les titres. Cependant, il fut un temps où la situation était tout à fait différente. Après avoir remporté 4 victoires consécutives, il se retrouve face au numéro 3 de l'époque, Demian Maia, lui-même ancien prétendant pour les titres. Le combat s'est tenu au Brésil, chez Demian Maia, et après avoir dominé cette légende, Colby a délivré cette fameuse promo qui a fait le tour du monde. En conséquence, il a été immédiatement programmé pour affronter Rafael Dos Anjos pour les titres intérimaires. Colby triomphe des Dos Anjos et habituellement, une fois qu'on détient les titres intérimaires, on est sur la bonne voie pour avoir un combat des championnats. Mais dans son cas, l'UFC a choisi de le mettre sur les côtés car il ne voulait pas attendre son retour après une opération nasale. Ils ont préféré lui retirer son statut de champion intérimaire et ont offert l'opportunité qu'il a méritée à Darren Till. Ensuite, c'est Kamaru Usman qui a pris la place de Covington pour affronter Tyron Woodley. Colby est donc resté en attente chez lui pendant plus d'1 an avant de faire son retour dans un combat contre Robbie Lawler qui en fin de compte n'a eu aucune incidence sur sa position. Finalement, l'UFC lui accorde la chance qu'il méritait en l'opposant à Kamaru Usman à l'UFC 245 dans un combat qui est considéré aujourd'hui comme un classique des temps modernes.
Chuck the Iceman Liddell. À une époque où le système de classement n'était pas aussi courant, le sport du MMA n'avait pas le même aura. Il n'était pas rare de voir des combattants concourir pour les titres dès leur arrivée dans l'organisation. Il est donc remarquable que le légendaire Chuck Liddell ait dû accumuler une série impressionnante de 10 victoires pour obtenir une opportunité de combat pour les titres. Au cours de cette période, il a battu certains des pionniers du sport, dont le futur champion poids moyen Murilo Bustamante, l'ancien champion poids lourd Kevin Randleman, ainsi que la future légende du sport Vitor de Finam Belfort. Chuck Liddell était incontestablement le challenger numéro 1 et l'UFC avait l'intention de faire de lui le visage de l'organisation. Cependant, il y avait un obstacle majeur à cela, en la personne du champion en titre Tito Ortiz, qui n'était pas du tout enclin à affronter Chuck, sachant que leur entraînement en commun ne laissait aucune place au doute quant à l'issue du combat entre eux. Tito a préféré rester à l'écart pendant un an en refusant tout affrontement avec Chuck. Face à cette impasse, Dana White a organisé un combat pour les titres intérimaires entre Chuck Liddell et le naturel Randy Couture, dans l'espoir de couronner Chuck le champion intérimaire et de forcer Tito à unifier les titres. Cependant, il ne fallait pas compter sur Randy pour perdre. Ce n'était pas dans son plan. Il a anéanti tous les espoirs de Chuck en le mettant KO, puis a unifié les titres en battant Tito Ortiz. Pendant ce temps, Chuck Liddell a participé au tournoi Grand Prix, représentant ainsi l'UFC. Pour potentiellement affronter Wanderlei Silva qui était considéré à l'époque comme le meilleur poids lourd léger du monde. Mais une fois de plus, Dana White n'a pas eu la chance de voir son poulain triompher, car Quinton Jackson est venu gâcher la fête en éliminant Chuck Liddell du tournoi en demi-finale. Chuck est finalement revenu à l'UFC pour affronter Tito Ortiz, qui n'était plus champion à ce moment-là. Après sa victoire et la conclusion de la trilogie entre Randy Couture et Vitor Belfort, Chuck a enfin obtenu le combat pour les titres incontestés face à Randy Couture lors de l'UFC 252, devenant ainsi ce qu'il aurait dû être depuis bien longtemps, un champion. Tony Elkakouy Ferguson. S'il y a une personne dans l'histoire de l'UFC qui mérite un combat pour les titres incontestés, qui ne l'a jamais obtenu et ne l'obtiendra probablement jamais, on n'a pas besoin de chercher plus loin que Tony Ferguson. Avant sa série de 6 défaites consécutives, Tony avait accumulé 15 victoires sur 16 combats, dont 12 à la suite, affrontant l'élite des poids légers, notamment Josh Thompson, Edson Barbosa, Rafael Dos Anjos, Kevin Lee, Donald Cerrone ou encore Anthony Showtime Pettis. Ajoutez à cela les titres intérimaires remportés à l'UFC 217 et on se demande ce qu'il faut de plus pour mériter un combat pour les titres. Cependant, il faut être honnête quant à l'histoire de Tony Ferguson. Il a été victime de beaucoup de malchance, avec Conor McGregor qui a bloqué la catégorie en obtenant les titres, le combat maudit avec Khabib qui n'a jamais eu lieu malgré les 5 tentatives de Dana White pour l'organiser, y compris une fois pour les titres intérimaires et une fois pour les titres incontestés. Cette situation est triste, mais Tony Ferguson est sans aucun doute l'un des combattants les plus appréciés des fans, qui a fourni le travail nécessaire mais qui n'a jamais obtenu cette reconnaissance bien méritée malgré les sacrifices, le sang, la sueur et les larmes.